Bienvenue à notre échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur la tension persistante autour du Sahara occidental. C'est un territoire non autonome au cœur des dynamiques complexes du Maghreb. D'un côté, on a le cadre juridique international qui affirme le droit à l'autodétermination, et de l'autre, on observe des pressions diplomatiques croissantes, notamment américaines, qui visent une solution politique négociée. Oui, et la question qui nous occupe, qui nous divise même, c'est donc celle-ci. Est-ce que la recherche d'une solution politique, disons pragmatique pour le Sahara occidental, encouragée par des acteurs extérieurs comme les États-Unis, peut légitimement prévaloir, supplanter le principe fondamental d'autodétermination? Ce principe inscrit dans le droit international comme processus de décolonisation. Notre discussion va s'appuyer bien sûr sur les documents et les développements récents. Tout à fait. Et je défendrai la position selon laquelle la primauté du droit international et le respect intégral du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui sont absolument incontournables. Mhm. Et de mon côté, je soutiendrai que, vu le blocage qu'on observe depuis des décennies et les impératifs géopolitiques, une solution politique négociée, réaliste, est devenue une nécessité, peut-être même la seule voie possible aujourd'hui. Alors ma perspective s'ancre fermement dans le droit. Le Sahara occidental est classifié par les Nations Unies, l'ONU, comme un cas de décolonisation inachevée. Ce statut est régi par des principes clairs du droit international. On a les résolutions de l'ONU et ceux dès 1966. On a l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, la CIJ, en 1975, qui a explicitement écarté, il faut le rappeler, l'existence de liens de souveraineté territoriale du Maroc avant la colonisation espagnole. Et puis plus récemment, les arrêts répétés de la Cour de justice de l'Union européenne, à la CJUE. Ces arrêts invalident les accords commerciaux UE-Maroc, qui sont appliqués au Sahara occidental faute de consentement du peuple sahraoui. Tout ceci converge. Le peuple sahraoui détient un droit inaliénable à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de choisir librement son statut politique, idéalement, bien sûr, via un référendum. Et l'exploitation des ressources naturelles sans ce consentement explicite souligné par la CJUE pose aussi une question juridique majeure quant au statut du territoire. Donc, toute solution viable doit impérativement s'inscrire dans ce cadre légal. Je comprends parfaitement l'argument juridique, c'est très clair. Mais il faut aussi regarder la réalité en face. Des décennies se sont écoulées, des décennies, sans que le référendum promis ait pu être organisé. Le processus est, on peut le dire, dans l'impasse. Et pendant ce temps, les risques d'instabilité régionale persistent, voire s'accroissent. Alors dans ce contexte, une solution politique négociée apparaît non seulement pragmatique, mais vraiment nécessaire. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine en 2020, qui d'ailleurs n'a pas été remise en cause par l'administration actuelle, et les efforts diplomatiques intenses pour amener toutes les parties, y compris l'Algérie, acteur régional clé, à la table des négociations, tout cela témoigne de cette orientation vers le politique, potentiellement autour d'un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. D'ailleurs, la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée fin 2021, insiste elle-même sur la nécessité d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable, et elle appelle explicitement le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie à s'engager dans le processus mené par l'envoyé personnel. Cela reconnaît bien la complexité politique et l'implication de tous ces acteurs. Certes, la situation est bloquée, je suis d'accord. Mais est-ce une raison suffisante pour écarter des décisions de justice internationale aussi claires ? Je pense à la CIJ, à la CJUE, ou même les principes fondateurs des résolutions de l'ONU. Ce réalisme politique qu'on invoque ne risque-t-il pas de devenir un prétexte, finalement, pour valider une situation dictée par les rapports de force et les intérêts extérieurs? La CJUE a été très précise. Le consentement du peuple sahraoui, c'est une condition sine qua non pour toute application d'accords internationaux au territoire. Est-ce qu'on peut vraiment négocier ce principe juridique fondamental ? Permettez-moi de nuancer un peu ce point. Le droit international, malgré sa clarté théorique, a montré, dans ce dossier précis, ses difficultés d'application pratique. L'échec de l'organisation du référendum, c'est quand même la preuve la plus flagrante. Alors, la résolution de 1502 et la diplomatie américaine, elles ne visent pas forcément à nier le droit, mais peut-être plutôt à trouver une issue politique qui soit fonctionnelle, là où le processus juridique, il piétine.
Si cette voie politique permet d'assurer la stabilité et d'améliorer concrètement la vie des populations concernées, y compris les réfugiés dans les camps, n'est-ce pas là aussi un objectif légitime, voire souhaitable en complément du cadre juridique? Hmm. Abordons alors le rôle des acteurs régionaux. L'Algérie, par exemple, elle maintient une position constante de soutien au droit international, au droit à l'autodétermination, conformément à la charte de l'ONU. Le conflit fondamental, il oppose le Maroc au Front Polisario, qui est reconnu par l'ONU comme le représentant du peuple sahraoui. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter la pression sur Alger comme une tentative de l'amener à infléchir sa position de principe? Je vois les choses un peu différemment. Le Conseil de sécurité lui-même, via cette résolution 2602, acte la nécessité d'impliquer l'Algérie et la Mauritanie dans la recherche d'une solution, aux côtés du Maroc et du Polisario. Ce n'est pas anodin. La pression diplomatique, on peut aussi la voir non pas comme une tentative de faire renier des principes, mais comme un effort pour obtenir un engagement constructif de tous les acteurs qui ont une influence directe ou indirecte sur le conflit. L'antagonisme historique, profond entre Rabat et Alger, c'est un facteur de blocage majeur. Une solution durable ne peut pas faire l'économie de leur implication active, c'est certain. Reste la question cruciale, et vous l'avez mentionné, des ressources naturelles. Les arrêts de la CJUE sont particulièrement stricts là-dessus. Toute exploitation de ces ressources sans le consentement explicite du peuple sahraoui, y compris ceux dans les camps de réfugiés, c'est précisé, et sans que les bénéfices lui reviennent directement et de manière prouvable, eh bien c'est contraire au droit de l'Union européenne applicable aux accords avec le Maroc. C'est un levier juridique puissant quand même. Oui, je ne conteste pas la portée de ces arrêts dans le cadre spécifique des relations UE-Maroc. Cependant, une solution politique négociée, comme par exemple le plan d'autonomie proposé par le Maroc qui est sur la table des discussions, pourrait justement chercher à intégrer des mécanismes spécifiques, des mécanismes de gestion et de partage équitable de ces ressources, qui seraient validés dans le cadre de cet accord politique global. Si la voie référendaire classique s'avère impraticable durablement, cette approche négociée sur les ressources deviendrait peut-être une alternative pragmatique à explorer pour sortir de l'illégalité actuelle pointée par la Cour. Bon, pour conclure, ma position, elle, demeure inchangée. Une résolution juste et durable du conflit du Sahara occidental exige le respect intégral du droit international, en particulier le droit sacré du peuple sahraoui à l'autodétermination via un référendum libre et équitable. C'est l'aboutissement logique et légal du processus de décolonisation inachevé. Voilà. Et de mon côté, je maintiens que l'impasse qui perdure depuis près de 50 ans, couplée aux impératifs de sécurité et de stabilité dans une région si stratégique pour l'Afrique du Nord et l'Europe, rend indispensable la poursuite active d'une solution politique négociée. Cette solution doit impérativement impliquer tous les acteurs régionaux clés et bénéficier d'un soutien international fort, quitte à explorer des arrangements institutionnels innovants comme l'autonomie, si le référendum d'autodétermination classique demeure en pratique irréalisable. Le choc entre ces deux logiques, celle de la légalité internationale stricte et celle, disons, du pragmatisme géopolitique, révèle en effet toute la profondeur et la sensibilité de ce dossier. Effectivement, et les éléments dont nous avons discuté montrent bien, je crois, la solidité des arguments de part et d'autre et invitent sans aucun doute à poursuivre la réflexion sur les voies possibles pour résoudre ce conflit si complexe.